Galilée fut le premier qui fit parler à la physique le langage de la vérité et de la raison. Voltaire. L'histoire de la science est un récit du conflit de deux puissances opposées, l'intelligence humaine d'un côté et la foi de l'autre. Drapé, 1874. Il fut un temps où la religion dominait le monde. Il est connu comme l'âge des ténèbres. Ruturmans Green, 1982. L'Église s'est toujours trompée sur tout concernant la science. Michel Onfray. Si tout cela est vrai, comment est-ce possible que tant d'universités de grand renom, encore aujourd'hui, ont été créées pendant le Moyen Âge? Est-ce qu'elles l'ont été malgré l'Église? Comment elles ont eu la chance d'échapper à l'obscurantisme? Ou peut-être qu'elles sont devenues des vraies universités dans une époque plus tardive, où la religion ne pouvait plus les nuire. Au Moyen Âge de l'année 1100 à 1500, rien des centaines de grandes universités ont été fondées. Une grande partie sont encore des établissements d'excellence aujourd'hui profondément marqués par le christianisme. Les universités sont des institutions très différentes de tout ce que le monde a connu dans l'Antiquité ou en Moyen-Orient ou Asie. En 3 points, 1. Leur réputation et motivation venaient de leur découverte. Quasiment tous les théologiens professeurs étaient aussi des scientifiques. La remarquable mobilité des professeurs entre les différentes universités, allant de la Pologne à l'Angleterre, faisait que les scientifiques les plus distingués partageaient ces connaissances. Toutes ces caractéristiques faisaient des universités des institutions extrêmement efficaces en termes de production scientifique par rapport au reste du monde. Pour cette raison que ces caractéristiques ont été gardées jusqu'à l'époque moderne. Au Moyen Âge, la consommation de livres a augmenté de façon spectaculaire. Malgré le fait que le niveau de vie n'a pas vu une grande augmentation, ce qui montre une grande estime pour les livres. Même avant la fondation des universités, vers 900 après Jésus-Christ, dans les régions de l'Europe où l'Église catholique était déjà bien établie, le taux de production des manuscrits était déjà spectaculaire. Au contraire des autres régions où il n'y avait virtuellement aucun manuscrit. À la fin du Moyen Âge, l'Europe arrive à l'impressionnante quantité de 50 000 manuscrits par année, dont l'Italie seule représentait 30% du total. La production de manuscrits était plusieurs fois supérieure à celle du reste du monde. 40 fois plus importante que celle de la Chine par exemple. Encore pendant le Moyen Âge, l'Europe a dépassé le reste du monde dans pratiquement tous les domaines de la connaissance et la technologie. De la construction civile de haut niveau, comme les cathédrales, à la mécanique avec les automates et les horloges. Si les Européens ont pu explorer le monde pendant la Renaissance, c'est grâce au développement de la technologie maritime qui a révolutionné le commerce encore au Moyen Âge. Contrairement aux idées reçues, en règle générale, la dissection humaine était promue par l'Église. Le développement de l'astronomie qui va aboutir au héliocentrisme à la Renaissance était fait principalement par des religieux. Les développements des outils de l'agriculture a pu promouvoir une incroyable augmentation de la population européenne en seulement 300 années. Comme dit l'historien et scientifique James Walsh, l'histoire de la supposée opposition de l'Église à la science est entièrement fondée sur des notions erronées. La plupart sont assez imaginaires. Cela est dû à l'exagération de l'incident avec Galilée. L'histoire ne nous montre aucun autre exemple marquant de l'opposition de l'Église à un fait scientifique. Cela n'est pas le cas de, par exemple, Giorgio Bruno, qui n'était pas un scientifique, mais un mystique. Il n'a jamais fait des recherches empiriques et avait un certain contentieux avec l'utilisation des mathématiques. Bruno croyait à la transmigration de esprits vivants dans d'autres mondes comme la Terre et l'héliocentrisme. Mais ces théories étaient proposées depuis plus d'une centaine d'années par des responsables d'églises proches du pape sans aucune réprobation. Bruno citait explicitement le évêque Nicolas de Cuses comme source de ces théories. Les idées de Nicolas de Cuses sur la présence des êtres matériels et non des esprits sans chair dans d'autres mondes étaient bien connues du pape et cela n'a pas empêché sa promotion à cardinal légat. Quand le prêtre Copernic a proposé l'héliocentrisme, il ne faisait que ajouter une contribution à un modèle qui était déjà en construction. Pendant des centaines d'années, l'héliocentrisme a été enseigné comme un modèle possible dans certaines des grandes universités européennes par les moines. Par la suite, les grandes découvertes scientifiques de la Renaissance n'étaient pas faites malgré l'Église.
Elles ont été faites et dirigées principalement par des hommes d'Église. Les découvertes des faits scientifiques, par des recherches empiriques, n'ont déclenché aucune censure. Au contraire, les papes ont souvent agi, utilisant un langage menaçant, pour protéger la liberté de cette institution. Comme dit le historien Nathan Chachakner, même l'hiérarchie de l'Église n'avait les privilèges du plus pauvre au savant mendiant. L'histoire de la supposée opposition de l'Église à la science est entièrement fondée sur des notions erronées. La plupart sont assez imaginaires. Comme dit l'historien Rodney Stark, la poursuite de la connaissance c'était une chose inhérente à la théologie chrétienne. Cela a inauguré l'entreprise académique connue aujourd'hui comme la science.